Voilà, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philomena Fossino de la Chambre de commerce luso-française. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Rénover et construire au Portugal. Cet événement est organisé par la Chambre de commerce luso-française en collaboration avec le cabinet Antes da Cunha et SIG et Associados, représenté aujourd'hui par Maître Tatiana Cardoso et Maître Anna Borges. Avant de commencer dans le vif du sujet, je souhaite remercier Tatiana et Anne pour la collaboration et vous informer que la présentation sera suivie d'une session de questions et réponses. Je vous invite à poser toutes vos questions par écrit sur la rubrique Q&A qui se trouve normalement dans la barre d'outils en bas de votre écran. Et pour ne pas retarder, je passe la parole à Tatiana et Anna pour nous expliquer les règles légales et la procédure à suivre pour réaliser des travaux dans sa maison, réhabiliter ou construire un bien immobilier au Portugal. C'est à vous, Tatiana. Merci, Philomena. Bonjour à tous. Bonjour, Philomena. Et toujours un grand merci à la Chambre de commerce pour faire ce genre d'événement avec nous. On a fait cette conférence l'année passée, ici au cabinet, parce qu'on a senti le besoin parmi nos clients d'avoir ce genre de clarification. Même moi, je travaille avec des clients francophones il y a beaucoup d'années et j'avais toujours ce genre de questions. Tatiana, comment je peux changer une salle de bain? Tatiana, comment je peux changer ma piscine? Et c'était des choses qui paraissaient simples, mais qui sont simples, mais on doit suivre une procédure. Donc, depuis que je suis chez Antes da Cunha, j'ai eu la chance de travailler avec Maître Anna Borges, qui a une très grande expertise avec ce domaine parce qu'elle a travaillé plus de 20 ans à la mairie de Lisbonne. Donc, on a pu apporter à nos clients, à nos partenaires, à nos amis, sa connaissance pour aider à bien faire la chose au Portugal. Donc, on va de nouveau reproduire un petit peu ce qu'on avait vu l'année dernière, apporter quelques précisions, quelques changements que la loi portugaise a amenés dans les dernières années. Et quoi que ce soit, on est à votre disposition. Ma collègue et copine Anna Borges, elle comprend tout en français, elle lit très bien et son français parlé améliore chaque jour, d'accord? Donc, elle va faire un grand effort pour parler en français et je serai là pour aider ou quoi que ce soit. Seulement pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, je vais seulement faire une petite présentation du cabinet. Voilà. Donc, Antes da Cunha est un cabinet d'avocats portugais, d'accord? Mais on a eu l'opportunité de faire des partenariats avec des cabinets étrangers. Donc, on a un grand partenaire en Espagne, très connu au niveau du droit technologique, d'accord? Et aussi en Amérique du Sud et maintenant en Angleterre. Mais on continue à être un cabinet d'avocats portugais avec tous les domaines du droit, le droit de l'urbanisme, le droit fiscal, le droit de l'immobilier, des contrats de travail, sécurité sociale, le pénal, donc tout ce genre de domaines, d'accord? Et on a un cabinet à Braga, à Porto, et nous deux, on est à Lisbonne, d'accord? Comment fonctionne cette histoire de bureau francophone avec le droit de l'urbanisme? Donc, en fait, Antes da Cunha a créé le bureau francophone. On a aussi un bureau allemand, d'accord, et un bureau d'émigration et citoyenneté. Et donc, ces bureaux vous permettent de travailler, en ce qui concerne le bureau francophone et allemand, dans la langue maternelle. Et moi, malheureusement, je ne peux pas dominer tous les domaines du droit. Moi, je suis plus spécialisée en fiscal et immobilier. Et après, j'ai tous mes collègues très spécialisés en chaque domaine du droit qui apportent leurs expertises dans les dossiers dont on a besoin. Donc, en fait, vous travaillez avec une personne qui domine votre langue, domine plus ou moins votre langue maternelle. Et après, on a ces collègues qui apportent toutes leurs connaissances. Donc, en fait, vous avez une assistance totalement complète, d'accord? On fonctionne comme ça avec des bons résultats. Donc, vous avez ici nos photos.
Aujourd'hui, on va parler un petit peu des procédures. Qu'est-ce que c'est un permis? Qu'est-ce que c'est une autorisation préalable? Si j'habite dans un appartement, est-ce que c'est différent d'habiter dans une maison? Qu'est-ce que c'est la licence d'utilisation? Qu'est-ce que j'ai besoin quand j'achète? Il y a eu un changement l'année dernière par rapport à la copropriété, donc c'est important ça. Après, on a beaucoup de demandes d'achat ou de construction dans des zones protégées. On va aussi aborder un petit peu ce thème. Et finalement, aussi les bénéfices fiscaux. Ah, Tatiana, je veux facturer les services de construction à 6%. TVA, est-ce que je peux, oui ou non? Donc, ça dépend. Et je vais vous expliquer comment. Donc maintenant, je vais passer la parole à Anna. Pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous poser des questions comme Philomène a dit. Et on va faire une chose pas ennuyante. Donc, on veut que vous sortez de cette séance clarifiée, d'accord? Parce que c'est spécifique, mais on réussit à faire la chose claire, d'accord? Merci Tatiana. Bonjour. Je remercie également la Chambre de commerce. Ainsi, nous avons l'intention ici de transmettre les points les plus importants sur les procédures européennes à Marie. Nous n'allons pas être exhaustifs car cela dépend du cas précis et des maris en particulier. Cela dépend des règles générales et dépend des règles de chaque municipalité. Je peux. Donc, en fait, exactement ce qu'elle a dit, c'est qu'on va vous donner le général. Et après, on doit voir si vous avez une maison ou un appartement à Cascais, à Almada, à Faro, par exemple. Donc, ça dépend, le concret va dépendre de ce que vous voulez faire et de la mairie, d'accord? Après, on doit regarder chaque cas particulier. Pour commencer, c'est important la différence entre les travaux exemptés de contrôle préalable et les travaux non exemptés de contrôle préalable. Le premier, c'est un préavis, il y a un préavis de 5 jours. C'est un préavis obligatoire du début des travaux 5 jours à l'avance. Il est de communiquer le début des travaux et d'identifier la personne chargée de leur exécution, ce qui doit être fait à la mairie 5 jours à l'avance. Les situations des travaux dans ces conditions sont spécifiquement prévues par la loi. Les situations sont définies dans la loi générale qui est spécifiquement dans la réglementation de chacune des municipalités portugaises. Mais par exemple, Anna, on sait qu'à Cascais, un exemple, on a déjà vu ça. Si on veut changer le carrelage de la piscine, on doit seulement communiquer à la mairie 5 jours à l'avance, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, c'est très important ça. Pourquoi? Parce qu'on commence, on veut, maintenant le beau temps vient. On a notre piscine, mais on a des petits carreaux qui sont pas bien et on veut les changer. Qu'est-ce qu'on va faire? On demande au monsieur de la piscine de venir et il commence à faire du bruit. Et après, les voisins vont se plaindre. Et après, on a une visite de la mairie. Et après, on a une amende. Donc, c'est très important, même pour ce genre de petites choses, comme même changer l'intérieur d'une salle de bain. Quand il y a du bruit, il y a cette petite communication très simple à envoyer à la mairie 5 jours avant. Et après, vous êtes tranquille, d'accord? Donc, ça, c'est des petits exemples qu'on sait par cœur qu'on peut vous donner, d'accord? Et après, si c'est changer les gouttières ou changer la couleur de la maison, c'est plus spécifique et plus différent. Mais ça, préavis de 5 jours, faire attention parce que c'est une chose qui existe, qui n'est pas toujours utilisée. Mais après, on a les plaintes des voisins qui déclenchent une visite d'un inspecteur de la mairie qui déclenche une amende, d'accord? La deuxième situation, c'est les travaux non exemptés des contrôles préalables. C'est la permis ou la communication préalable. Ce sont deux procédures différentes. Exactement. Donc, on a en fait 2 cas de figure. Exempté de contrôle préalable, où on fait la procédure des 5 jours, et non exempté de contrôle préalable, où on a 2 sous-hypothèses. Soit on a besoin d'un permis, dans les exemples que vous avez ici, soit on a une procédure non exemptée, sans permis, mais un petit peu plus spécifique.
D'accord? J'espère que vous comprenez comme ça le schéma dans vos têtes. Pour moi, ça a été facile de comprendre comme ça. Exempté, non exempté. Et dans les non exemptés, il y a deux choses à voir. Pour la permis, sur la situation générale, les nouvelles constructions, les travaux de transformation, les travaux d'agrandissement, les constructions et réhabilitations. Et pour la procédure, ce sont les générales situations. Pour la procédure de communication préalable, ils sont chaque même la même situation, mais on va attendre spécifiquement certas situações mais específicas Il y a des petites situations dans des travaux de reconstruction qui peuvent être assujettis qu'à une communication préalable. Par exemple, les travaux de reconstruction qui n'auraient pas d'augmentation de la hauteur de la façade ou du nombre d'étages, les travaux d'urbanisation et travaux d'aménagement des terrains dans une zone faisant l'objet d'une opération de lotissement, travaux de construction, modification ou d'agrandissement dans une zone faisant l'objet d'une opération de lotissement ou d'un plan détaillé. Donc, en fait, vous voyez, si on va reconstruire et on n'augmente pas la hauteur de la façade, on tombe dans la communication préalable. Si on va faire des travaux d'aménagement dans des terrains où il y a déjà un lotissement, et cette histoire de lotissement, on réussit à voir dans les extraits CABIS et dans les extraits fonciers du terrain, on rentre dans la communication préalable. Par exemple, ici, si on a déjà un bâtiment principal et on veut construire une piscine, on rentre dans la communication préalable. Donc, ça, c'est des exemples Si vous avez, par exemple, des situations… Le dernier point, c'est aussi une chose qui va vous sonner, c'est les fameux PIP. Si on a déjà une opération avec un PIP, une information préalable favorable, on peut rentrer dans la communication préalable à la fois d'aller vers une demande de permis dont le procès est plus long. Et après, pourquoi choisir une licence au permis ou une communication préalable? Quelles sont les procédures, les différences ou les principales différences pour les deux procédures? Quelles sont les différences? Pour les permis, nous avons des phases, d'étapes, qui sont les premières, l'approbation du projet architectural. Après, on a une décision et on a notifié pour livrer les projets de spécialité. Après, nous avons une approbation finale. Et on a notifié aussi pour les remises des documents pour la délivrance du permis. Avec un accent particulier sur l'identification de l'entrepreneur et de ses documents, lui permet de réaliser les travaux. C'est important. Ça, c'est très important parce qu'on a pas mal de cas où nos clients, malheureusement, pensent qu'on a seulement besoin de l'architecte pour avoir le projet ou pour faire les spécialités et avoir une notification de la mairie en disant voilà la licence, qu'ils peuvent commencer les travaux. Non. D'accord? On a effectivement, quand on demande un permis de construire au Portugal, on a les phases que Anna vient d'annoncer, d'accord? Le projet, les spécialités, c'est l'électricité, les égouts, Gaz, télécommunications, d'accord? Après, la mairie nous notifie pour faire des clarifications, apporter d'autres documents. Et finalement, si tout se passe bien, on a une notification de la mairie en disant « Voilà, votre projet de construction est approuvé. Maintenant, envoyez-nous les données de l'entrepreneur, du chef du chantier, de l'ingénieur qui va se responsabiliser. » Donc, après avoir la notification de la mairie en disant que votre projet a été approuvé, vous devez apporter à la mairie les documents, le contrat de travaux, l'entrepreneur, l'ingénieur, directeur de chantier, et payer
il y a les frais qui devront être payés à la mairie pour que vous puissiez faire la fameuse levée du permis de construire pour l'afficher devant la maison, l'appartement, pour avancer avec les travaux. Seulement après afficher, vous pourriez normalement avancer avec les travaux sans être assujetti à des amendes, d'accord? Parce qu'on sait qu'il y a quelques entrepreneurs et maîtres de l'ouvrage qui commencent les travaux sans ça. Mais au niveau légal, la procédure à suivre est donner tout ce que la mairie demande, lever le permis et l'afficher devant le chantier pour commencer les travaux. Tatiane, on a déjà une question sur le permis, on va peut-être y répondre de suite. Le permis a-t-il une durée de validité? Oui, c'est vrai. Il dépend de la duration de l'exécution de les travaux. Ok, mais c'est donc, Mana, si je me rappelle bien, la durée vient dans la notification de l'approbation du projet. Oui, mais c'est les personnes qui vont demander les permis qui donnent une estimation de planification, de duration pour les travaux. Donc, pendant la procédure de demande du permis à la mairie, le maître de l'ouvrage va donner les données nécessaires à la mairie pour dire ça va durer 12 mois, ça va durer 18 mois. Mais il dépend des travaux qu'il faut faire. Si il y a une construction neuve, si il y a une réhabilitation, il dépend. Et si on a une durée de 12 mois et après on ne réussit pas à terminer les travaux? On peut appeler pour une autre demander une prolongation. En fait, oui. On a un délai, donc pour répondre à la question du monsieur, on a dans l'approbation du permis, on a un délai. Et si on ne réussit pas à faire des travaux pendant le délai, on peut demander une prolongation de ce délai, d'accord? Et maintenant, je pense qu'on a répondu à la question. On rentre dans la différence par rapport à la communication préalable. Nous avons aussi des phases, des étapes, mais elles sont plus courtes. La première, nous livrer du projet avec les projets des spécialités. Ils font livrer les projets d'architecture. Il faut livrer les projets des spécialités. En fait, c'est tout compris, à la fois d'avoir projet architectural et après spécialité. Ici, on fait tout dans la même phase. Et on livrait. On livrait aussi des avis par des entités externes à la mairie, telles qu'EDP, l'électricité, les gaz de Portugal, etc. Les frais sont payés après 8 jours ouvrables. Toutefois, les services de la mairie peuvent demander d'autres éléments qu'ils jugent nécessaires. On lit et 8 jours après, on réussit à décharger du site de la mairie la valeur qu'on doit payer. Une preuve d'entrée du projet et une preuve de paiement des frais. Ok, très bien. L'appréciation de la mairie se poursuit en parallèle. Il fait toujours l'objet d'une inspection. Pour cette raison, il faut utiliser cette procédure avec une certaine prudence. Dans des projets où nous sommes presque certains qu'il n'y aura aucun doute. Ok, et donc c'est-à-dire qu'on peut commencer les travaux même sans avoir un OK de la mairie officielle. Et on peut commencer les travaux, je pense que c'est à peu près 15 jours après avoir déposé le projet, je ne me rappelle plus par cœur. On livre le projet et les spécialités, on paye. 8 jours. Ok, c'est très rapide. C'est très rapide. Donc, en parallèle, la mairie apprécie la chose. On avance, voilà. C'est une autre... un point que pas beaucoup de personnes oublient, d'accord, c'est ici. Si on habite dans un appartement, on peut
pas oublier qu'on doit demander pour certains travaux l'autorisation de la copropriété, d'accord? La majorité en général, et pour changer la propriété horizontale, il faut obtenir l'unanimité des copropriétés. Nous avons ici quelques exemples. Par exemple, les travaux qui modifient la ligne architecturale ou l'arrangement esthétique du bâtiment ne peuvent être exécutés qu'après une autorisation de l'Assemblée des copropriétés pour la majorité des 2/3. L'autre exemple, c'est les modifications aux parties communes de l'immeuble. Ils sont permis ces travaux nécessitent aussi l'approbation de l'Assemblée de copropriété à la majorité de tiers. OK. Bon, par rapport au changement de la propriété horizontale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait la division de l'immeuble en appartements, d'accord? Un cas très facile à comprendre de qu'est-ce que c'est changer la propriété horizontale, c'est si on a un terrasse qui est commun et on veut l'affecter à l'utilisation du rez-de-chaussée, ou si on a, comment dire, comment on dit, Philomène, le sótão. Le grenier. Donc, si on a le grenier dont on veut affecter l'utilisation au dernier étage, ça va changer la propriété horizontale et on a besoin de l'unanimité des copropriétaires, d'accord? Et après avoir un PV, donc un procès-verbal de la copropriété en l'autorisant, on doit passer chez un notaire pour avoir un acte notarié en le changeant et après on va au registre foncier, d'accord? Et après on fait les travaux, d'accord? Ça se passe comme ça. Anna, je voudrais vous demander un exemple pour le premier. Quand est-ce qu'on peut, que type de travaux change la ligne architecturale? C'est fermer une véranda, par exemple? Par exemple. Okay, donc, quand on veut fermer une véranda qui est très commun ici à Lisbonne, ça devrait être assujetti ici à un PV avec une majorité de 2/3. OK? Ici, c'est aussi un document très important au Portugal que non seulement on a besoin de lui pour passer à l'acte notarié, mais on a besoin de ce document pour vivre dans les bâtiments, d'accord? Et pour utiliser les bâtiments, des services, commerce, pour habitation, il dépend industriel. Les bâtiments construits, il y a une différence. Les bâtiments construits avant 1951 n'ont pas besoin d'une licence d'utilisation. Dans ces bâtiments, la nécessité d'obtenir une autorisation d'utilisation ne suppose qu'après l'achèvement des travaux, dans tout ou partie du bâtiment. Dans tous les cas, c'est sur la base du projet présenté que la mairie concernée détermine si après la réalisation du projet, il est nécessaire de demander les permis d'utilisation. L'autre situation sont les bâtiments construits après 1951 doivent toujours avoir une licence d'utilisation. Et on peut voir si le bâtiment est intérieur ou postérieur à 1951 dans le certificat fiscal, dans la CPU, d'accord? Caderneta predial urbana. Et les registres fonciers. Okay. Mais il pas être à situações que não estão registradas, non? Il y a des situations où il n'y a pas d'enregistrement dans les documents, d'accord? C'est très important cette histoire de avant 1951 parce que parfois on va acheter quelque chose qui a été construit avant 1951, mais dont il y a eu des travaux. Et là, il y a eu des travaux et on a besoin d'une licence. Donc, il faut faire quand même un petit peu d'attention par rapport aux documents quand on achète. Et quels sont les documents nécessaires pour acheter l'immeuble? Ils sont les registres fonciers à jour, c'est la pièce d'identité de l'immeuble et celle qui prouve effectivement sa constitution, les charges, aux charges qu'il a faites, ainsi qu'il est les propriétaires actuels. Donc, si on a une hypothèque, si on a un droit de passage d'un voisin, si on a déjà une autre promesse de vente enregistrée, ça sera dans le registre foncier de l'immeuble, du bien immobilier, où vous pouvez regarder tout cela, d'accord?
L'autre, c'est les registres fiscaux mis à jour. Il s'agit d'un document de l'administration fiscale portugaise qui doit être harmonisé avec les registres fonciers. Très important. Pourquoi? Parce que parfois, et je viens de voir ça, on a un duplex enregistré dans le registre foncier, mais qui n'est pas enregistré dans le registre fiscal. Non seulement il y a des implications fiscales, d'accord, parce qu'il y a moins d'émis à payer, mais après, quand on est devant le notaire, on va voir qu'on ne peut pas passer à l'acte notarié parce que les documents ne sont pas harmonisés. Et du côté acheteur, on a besoin que tout soit bien organisé. Mais par rapport à cette histoire de duplex, si c'est déjà dans le registre foncier, tant mieux parce que la partie foncière est OK. Il faut seulement mettre à jour la partie fiscale. Le troisième, c'est la licence d'utilisation. Si nous avons un bâtiment avant ou après 1951, la fiche technique du bâtiment, c'est pour les bâtiments à construire ou transformer à partir de 2004. Les certificats énergétiques obligatoires depuis 2013, les certificats d'infrastructure en cas de première vente de l'immeuble, des terrains, ou de ces fractions après l'opération de lotissement. Depuis l'année dernière, une déclaration de l'administration de la copropriété est également exigée, indiquant qu'il n'y a pas de dette envers la copropriété concernant la fraction vendue. Très important. J'ai seulement quelques commentaires à ajouter. Fiche technique, c'est où vous allez voir tous les détails de la construction, les cuisines, les choses des cuisines, de quel fournisseur ils sont. La même chose avec le WC. Tout ça est dans la fiche technique. Certificat énergétique, c'est un document qui, s'il n'existe pas, c'est facile à obtenir. Donc, dans la semaine, vous aurez certainement un ingénieur qui va sur place et faire le certificat énergétique. Oui, il a une validité de 10 ans. OK. Par rapport au dernier document qui n'est pas encore dans notre liste, très important, c'est le fameux document qui est émis par l'administrateur de la copropriété, où vous aurez la confirmation de la valeur de la quota à payer à la copropriété et qu'il n'y a pas de dette. Donc, le vendeur laisse tout à zéro pour votre achat. Ou, par contre, si ce document n'existe pas, vous pouvez déclarer dans l'acte notarié, vous, acheteur, que vous dispensez ce document et que vous assumez des dettes, qu'on ne vous recommande pas évidemment, mais il y a certains cas où on doit faire des choses comme ça. Si ça existe, super. Si ça n'existe pas, c'est négocier avec le vendeur et l'acheteur peut assumer qu'il dispense ce document. Tatiana, on a juste une petite question. Une personne qui nous demande si vous pouvez donner le nom de ces documents en portugais. Claro, claro. Alors, je m'excuse. La liste en portugais. Je ne réussis pas à sortir d'ici, je m'excuse. Voilà, je reviens en arrière. Registre foncier et a certidão permanente. Registro fiscal e a caderneta predial urbana. Licença de utilização, ficha técnica, certificado énergético. Et certificat d'infrastructures. Et le dernier qui manque, n'est pas dans la liste, c'est le certidão do condomínio. É a declaração de condomínio. A administração do condomínio, como não tem dívidas. Ok, je recapitule. Certidão permanente, caderneta predial urbana, licença de utilização, ficha técnica, certificado energético, certificado de infraestruturas e declaração do condomínio. Je vois qu'on a aussi d'autres questions ici. Oui, alors on va peut-être y répondre parce qu'elles correspondent encore à cette partie-là. Okay. Donc, on a une question dans l'exemple que vous avez donné du duplex. Si c'était l'inverse, à savoir si le duplex était bien décrit comme duplex dans le CPU et non dans le registre foncier, que faudrait-il faire? Il faut harmoniser. Il faut ter que ser o registro e harmonizar com a certidão permanente, não é? A certidão caderneta predial. Ok, donc on doit consulter le registre pour voir pourquoi ce document n'est pas mis à jour, voir s'il y a eu, si les travaux ont été bien communiqués à la mairie, tem que haver uma licença, não é? Bien sûr,
Nós temos que saber como é que consta da caderneta predial e porque é que não consta do registro predial, não é? Exactement. Donc, en fait, on fixe un rendez-vous au registre foncier pour voir quelles sont les données qu'ils ont et pourquoi cela n'est pas harmonisé. Après, on doit aller chercher les documents de construction, avoir la licence de la mairie pour actualiser le registre foncier par rapport au registre fiscal. OK. Et Oui, il n'y a pas de souci, on peut vous envoyer. Envoyez-nous un email, la personne qui a demandé les noms des documents en portugais, qu'on envoie la liste en portugais, il n'y a aucun souci. Ok, j'étais justement en train d'écrire ça à la personne. C'est parfait. Et on a une autre demande. Et licença alvará, c'est quoi? C'est le permis de construire. Alvará de construção, né? Il y a plusieurs noms différents d'utilisation coutumeuse au Portugal. Je sais pas Permis pour construire, permis pour la utilisation, il est le titre, le document qui permet de construire ou utiliser, par exemple. D'accord. Dans le cas d'un nouvel ensemble immobilier, est-il possible de ne pas avoir de création de copropriété? Au début, il n'y a pas de copropriété, mais selon la loi portugaise, à partir de 3 fractions, a partir de quando é que se tem aqui, quando há novo imóvel, é possível não ter uma copropriedade. Ao início, não. Sim, quem constrói não é coproprietário por ninguém, é proprietário sozinho, não é? Só para ter partido da primeira venda é que passa a ter a necessidade de constituir o condomínio e fazer, inclusive, o regulamento do condomínio. Mas quantas frações tem que ter? São 3. Oui. Donc, en fait, quand on achète un appartement dans un bien neuf et on est le premier à acheter, c'est normal que la copropriété n'existe pas. Mais à partir du premier achat et à partir du moment où on a plus de 3 appartements dans un bâtiment, c'est obligatoire d'avoir une copropriété et un règlement de copropriété, d'accord? Et si vous êtes en train de négocier un achat dans un immeuble comme ça, c'est important d'avoir une estimation des frais de copropriété et aussi de demander qui s'occupe des parties communes jusqu'à la formation de la copropriété. D'accord? On a encore une question sur le permis de construction. Comment pouvez-vous dire que les travaux peuvent commencer sans avoir obtenu la licence de construction? C'est pour les cas de la communication préalable. Non, c'est une situation spécifique pour les situations qui est prévue dans la loi. Et cette situation, vous pouvez avancer com o projeto, portanto, entregar o projeto, entregar as especialidades, pagar as taxas, esperar 8 dias. Par exemple, changer la couleur. À Cascais, c'est changer la couleur et les gouttières. Oui, mais les maris ont des différents je vous donne, oui, exactement. Anna dit toujours attention parce qu'on doit consulter le règlement de chaque mairie. Mais par exemple, seulement pour avoir une idée, à Cascais, pour changer la couleur de la maison et pour mettre des gouttières, on peut suivre cette procédure. Donc, on fait le projet des spécialités, on paye et on commence à changer la couleur de la maison et à installer les gouttières sans avoir encore une décision de la mairie, d'accord? Donc, c'est par exemple dans ce genre de travaux. Alors, encore sur le permis, est-il vrai que la durée d'une prolongation est toujours de 50% de la durée initiale? La loi c'est ça que la loi dit. Mais, par exemple, à quelques maris qui acceptent des durations différentes, ils dépendent de la justification. Mais la loi sait que c'est 50%. Sim, c'est correct. E o que é que acontece? Depois eles não conseguem cumprir o prazo. Il y a 3 possibilités. Il y a les premières durations, il y a une possibilité de prolongation, il y a une dernière possibilité de prolongation pour terminer les travaux. Ça, c'est que la loi prévoit.
Se há outras situações, têm que ser devidamente justificadas. Et avec une justification précise peut ne pas être acceptée, mais on peut encore réussir une autre prolongation. Mais ça, après, c'est à voir avec la mairie à bien justifier le pourquoi du retard des travaux, d'accord? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. C'est tout pour l'instant. Pour les documents que nous devons prendre attention, nous pouvons faire une mini due diligence à tous les documents. Devons regarder des registres fonciers mis à jour, regarder des registres fiscaux mis à jour, regarder la licence d'utilisation et demander une copie du dernier projet approuvé par la mairie afin de comparer avec celui existant sur la place. C'est important. C'est plus important. C'est important ça, pourquoi? Parce que parfois, il y a eu des changements qui n'ont pas été communiqués à la mairie. Et au Portugal, c'est pas la personne qui a fait les travaux qui est responsable, mais c'est le propriétaire, d'accord? Donc, en fait, si vous achetez un bien dans lequel il y a eu des travaux non communiqués à la mairie, je veux pas utiliser la parole illégale parce que c'est très fort, mais si vous achetez un bien où il y a eu des changements pas légaux, vous serez le responsable, d'accord? Et attention, et je dis ça toujours, c'est une chose que j'ai appris avec Anna, au Portugal, si on tue quelqu'un, il y a une prescription, mais il n'y a pas de prescription pour les travaux illégaux, d'accord? Donc, si vous avez fait quelque chose il y a 30 ans, pas bien, la personne qui achète aujourd'hui peut être responsabilisée, d'accord? Donc, c'est important de bien regarder tous les documents. On appelle particulier attention sur l'achat des biens immobiliers dans certaines régions du pays. Par exemple, zones côtières, forestières, etc. Il y a quelques exemples ici. Le premier, propriété de la zone Rennes, c'est la réserve écologique nationale et est une restriction d'utilité publique à laquelle s'applique un régime territorial spécial qui a établi un ensemble de conditions d'occupation, d'utilisation, de transformation du sol. En règle générale, il est très difficile de construire dans cette zone. En règle générale, il n'est permis de réhabiliter que ce qui existe déjà là-bas et dans certaines conditions. Okay, donc, pourquoi cette petite attention? Parce que on voit beaucoup de personnes qui veulent acheter dans les zones plus belles du pays et vous pouvez acheter et faire des travaux, mais il faut faire attention parce que ce sont des zones protégées, d'accord? La deuxième situation, c'est les réseaux Natura 2000, est une réseau écologique européenne qui vise à assurer la biodiversité par la conservation et la restauration des habitats naturels et de la flore et de la faune sauvage. Les troisièmes sont les parcs naturels. Il s'agit des zones bénéficiant des régimes de protection spécifiques extrêmement restrictifs en termes de possibilités de réalisation d'ouvrages. Au Portugal, nous avons quelques exemples plus connus. Arrábida, Ria Formosa, Sintra Cascais, Serra da Estrela, Sudoeste Alentejano et Costa Vicentina. C'est les plus importants et vous, faut faire attention. Des autres propriétés en zone RAN, la réserve agricole nationale est également une restriction d'utilité publique nationale qui conditionne l'utilisation non agricole du sol. Comme règle générale, les zones RAN doivent être affectées à l'activité agricole et sont des zones non édificantes, mais il y a exceptions. Une autre attention particulière doit être portée à la zone côtière qui établissent les régimes pour la protection des ressources et des valeurs naturelles. Les plans côtiers couvrent une bande très longue de la côte, sont protégés et en règle générale, il s'agit des zones où la construction est interdite.
Il y a quelques exceptions, mais la règle générale sont interdites. Passons ici à une des questions qu'on a aussi très souvent, c'est Tatiana, comment est la TVA pour mon chantier? Est-ce que je peux payer que 6%? Oui, dans 2 cas. Donc, si le bâtiment est dans la zone de réhabilitation urbaine, d'accord, ça, on voit dans le site de la mairie. On tape l'adresse du bien et on saura si le bien est dans la zone ou non. Si le bien n'est pas dans la zone, mais si c'est votre habitation, je m'excuse, permanente, on réussit aussi à 6% tant que on a un contrat de travaux et moins de 20% de la valeur du contrat ne sont pas des équipements, d'accord? Donc, je vois ça souvent. On a le prix de l'entrepreneur, tout compris, main-d'œuvre et matériaux. Si les matériaux sont moins de 20% et si la maison est pour votre habitation propre permanente, on réussit, avec quelques exceptions, à avoir les 6%. Sinon, on doit diviser la facture, d'accord? Ça, c'est une chose qu'on peut voir cas par cas et avec le comptable de l'entrepreneur, mais les autorités fiscales portugaises ont déjà émis, en portugais, on appelle un office, donc une décision administrative en disant que oui, on peut appliquer aussi 6% sur les travaux d'amélioration, remodélisation, réparation, conservation des biens destinés à habitation, excluant cette situation où les matériaux sont plus de 20%, d'accord? Donc, on peut le faire et vous allez ici avoir une épargne ici au niveau de la TVA, mais il faut bien faire la chose parce que sinon, l'entrepreneur et vous serez notifiés pour vous responsabiliser par la TVA due, d'accord? Faire attention à ça. On vous remercie, c'était notre présentation. Quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vois qu'on a déjà ici 6 questions. On va voir, Philomena. Oui, alors on a déjà quelques questions. On va revenir sur la demande de permis de construire. Hein. Donc, dans quel délai la Câmara doit traiter la demande de permis de construire? É quanto tempo, não é? Sim. Sim, pronto. A lei tem prazos. La loi a des délais, mais on sait tous que la mairie ne les respecte pas. Há algumas situações que agora, entretanto, irão mudar com as novas medidas adotadas pelo governo. Il y a quelques situations qui vont changer pour mieux avec les dernières mesures que le gouvernement a approuvées. Mais normalement, le délai est de combien de temps? Il dépend s'il y a une construction neuve ou non. Une construction neuve. 24 mois. 24 mois. Donc, 9-24 mois. Mais il y a des choses qui peuvent sortir en 12 mois ou moins. 12 mois ou 18. OK, très bien. Mais il n'y a pas on n'a pas des amendes à la mairie pour le non-respect des délais. Nous pouvons, avec la loi, nous pouvons, nós podemos recorrer ao tribunal e pedir que seja emitida a licença, não é? OK, oui, vous pouvez aller vers le tribunal contre la mairie pour avoir la licence, mais ce n'est pas une procédure qu'on recommande. Il dépend. OK, il dépend. Il faut venir nous voir pour voir notre avis sur ça. Une autre question, comment vérifie-t-on les qualifications de l'entreprise de construction? Y a-t-il une assurance pour les travaux? Et dans le cas d'une construction neuve, qu'en est-il? L'entreprise doit avoir son extrait, qui est como é que se verifica as qualificações de empresa de construção e se tem seguro, sim. Donc, l'entreprise doit avoir dans son extrait CABIS un code d'activité exprès, d'accord, avec un permis spécifique de construction, des assurances. Construire exécuter certains travaux. Oui, c'est pas tout. Il y a des entreprises qui peuvent construire des travaux petits, des grands et des publics ou privés. Donc, chaque entreprise, dans l'extrait CABIS de l'entreprise, on peut voir qu'est-ce qu'elle peut construire. Et après, associé à l'extrait CABIS, il y a la propre entreprise a un permis de construire
et ça dépend du type de construction. Mais on voit tout ça dans les documents légaux de l'entreprise. Et oui, il y a une assurance. Dans tous les chantiers doivent avoir une assurance, d'accord? Très important. Mais l'assurance, Tatiana, elle est à la charge du constructeur ou de la personne qui demande la construction? Du Du constructeur. Parfait. Quel document doit-on demander en mairie pour connaître les possibilités d'extension de la maison ou des annexes? O que é que se pode pedir à Câmara para saber o que é que podemos Um fazer? agendamento bem, várias coisas, mas Normalement, plusieurs choses, mais ce qu'on doit demander ici, c'est un rendez-vous à la mairie pour discuter le dossier avec l'architecte de la mairie, d'accord? Chaque mairie a des architectes qui reçoivent le public en général pour… ele depende da zona, Oui, des voies. Les architectes vont voir la loi et vont voir les constructions parallèles, d'accord? On ne peut pas construire 3 étages dans une rue qu'il n'y a que des rez-de-chaussée. C'est un exemple commun que facilement on voit qu'est-ce que c'est. Il est vrai que les petits travaux de rénovation intérieure d'une maison ou appartement peuvent être réalisés sans aucun permis ni préavis. La loi a identifié les travaux qui podem ser feitos sem ser necessário a licença. Por exemplo, tudo que seja alterações interiores não estruturais. Changements intérieurs non structurels peuvent être faits sans licence, mas é preciso a comunicação dos 5 dias. Sim. São travaux exemptés de communication. Exemptés de communication et permis, mais avec une obligation de communiquer à la mairie 5 jours à l'avance, d'accord? Donc, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de préavis, mais il y a la communication de 5 jours à l'avance. Okay. Le taux de TVA à 6% en ARU est en ce moment remis en cause par le gouvernement. Il risque de passer à 23%. Confirmez-vous? Je n'ai pas vu ce changement dans les annonces du gouvernement. Pour l'instant, tout ça est encore en discussion, d'accord? Donc, je ne sais pas vous répondre à cette question. Pouvez-vous nous parler de la loi décret sur la révision des prix en 2022 suite à l'augmentation des prix sur les matériaux dans un cadre privé? Quelle est la période d'application de cette loi? Peut-elle être demandée et appliquée après avril 2023? A possibilidade dos construtores reverem os preços. Normalmente essas situações são estabelecidas no contrato de Por causa da lei nova do ano passado. Implémentation des prix sur des périodes, quelle est la période d'application de cette loi? Non sei. Monsieur qui nous a fait cette question, envoyez-nous un petit email qu'on confirme dans la loi, d'accord? C'est plus facile comme ça. On ne sait pas par cœur. Que se passe-t-il si l'entrepreneur n'a pas terminé la construction et que la durée du permis et des prolongations devient nulle? Exemple, la durée de Faro. Ok, em Faros, isto é uma pergunta de Faros. Passaram os prazos todos para acabarmos a obra, o que é que acontece? Há uma última possibilidade que se chama uma licença para obras inacabadas. Licença especial para obras inacabadas normalmente acontece até de casos de insolvência do autor, passa um determinado período, alguém compra e… Ok, il y a une dernière licence qui s'appelle licence pour terminer les travaux non terminés. Utilisée par exemple dans les cas d'entreprises qui ont fait faillite, ils n'ont pas terminé les travaux. Donc en fait, oui, il y a encore cette dernière possibilité de demander à la mairie cette dernière licence pour terminer la construction. Ok, si le procès n'est pas devenu caduc, d'accord? C'est déclaré par la mairie, donc ce n'est pas automatique. Ok. Et puis, on a une dernière question. Est-ce que toutes ces règles sont rétroactives? Car pour la plupart du temps, du moins dans les 3-4 dernières années, il était rare que soient signalées toutes ces contraintes réglementaires lors de l'achat d'une maison ancienne, surtout de la part d'un étranger en toute bonne foi. Et ce qu'on vient de vous expliquer aujourd'hui ne sont pas des règles nouvelles, des nouvelles règles, d'accord? C'est des règles qui existent il y a des années, peut-être. Isto não são regras novas, já existem. Les nouvelles qu'on entend maintenant, qui sont en train de parler, on ne sait pas si elles vont être rétroactives ou non. Ce sont des idées.
Mais les règles urbanistiques qu'on vous a expliquées aujourd'hui, les licences, les permis, les préavis de 5 jours, c'est en vigueur maintenant. Et si vous voulez faire des rénovations ou acheter aujourd'hui, c'est le schéma que vous devez suivre. Les idées que le gouvernement est en train de parler il y a 2-3 semaines, c'est des idées, d'accord? On n'a pas encore de nouvelles sur ça. Voilà, on n'a plus de questions, donc je ne sais pas s'il y a encore quelques doutes ou si tout a été clair. Nous allons disponibiliser la présentation de Tatiana et de Anna et vous ferons parvenir également l'enregistrement donc du webinaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de Tatiana et Anne. Les contacts seront dans la présentation. Il n'y a plus de questions? Oui. Ah, merci. Merci à tous pour la participation. Et merci Tatiana, merci beaucoup Anne pour cette présentation. Et en cas de doute ou de question, n'hésitez pas à contacter Tatiana et Anne ou à contacter la Chambre de commerce. On vous répondra. D'accord. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.